they say is wealth. If you did not know, then now I guess you do. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. My name is Diana Joyce Ngwang, and I am pleased, like every other weekend, to count you amongst our numerous viewers. Did you know that in medicine there's a specialty called traumatology? Well, I didn't know until a few months ago, and I guess many of you are discovering that there is a specialty called traumatology in medicine. We are receiving today a traumatologist on our set. We called him for you from the deepest parts of Cameroon. He's one of the best and has dealt with many trauma cases in the country. So today we're talking about trauma emergency. With him, we will try to get statistics, but also how to manage trauma cases resulting from road accidents in the country. But this will only be after the transition. Rebonjour, je vous le disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui nous recevons un traumatologue. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un traumatologue? Bon, on va découvrir ensemble. Aujourd'hui sur notre plateau, c'est le docteur Mohamed Moustapha. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous allez ce samedi matin? Bon, écoutez, je vais bien et vous-même? Ça va, coussi coussa. Est-ce que vos patients vont bien? Les patients que vous allez laisser à l'hôpital ce matin, est-ce qu'ils vont bien? Oui. Ils vont très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nous et nous dire ce que c'est que la traumatologie? Alors, je suis le docteur Pefakou Moustapha, Mohamed Moustapha. Bon, le nom complet, c'est Pefakou Touandonko Mohamed Moustapha. Okay. Je suis chirurgien, orthopédiste, traumatologue. Ça fait beaucoup. Je suis aussi médecin légiste et expert en réparation juridique du dommage corporel. Médecin légiste, ça veut dire quoi légiste? Ceux qui font les autopsies. Ah d'accord. Entre autres, parce qu'ils font plein d'autres choses. Je voulais être sûre que... Ça ne vous fait pas peur, ça? Non, on a été formés pour affronter les cas les plus complexes et au finish, ça devient un peu passionnant. La routine. Oui, très passionnant par contre. D'accord, aujourd'hui nous parlons de traumatologie, juste un pan de votre very, very large pedigree. Donc, c'est quoi la traumatologie? Alors, la traumatologie, c'est une spécialité chirurgicale, comme il y en a d'autres. Mais je préfère parler de la chirurgie traumatologique et orthopédique parce que c'est la même spécialité. Alors, la traumatologie, comme vous l'avez demandé, c'est la spécialité chirurgicale qui s'occupe des affections, des chirurgies musculaires, ligamentaires, tendineuses et osseuses. Ces affections peuvent survenir dans un caractère aigu et donc urgent. À ce moment, on parle de traumatologie. Tout comme ça peut survenir dans un caractère dégénératif, moins urgent, chronique. À ce moment, c'est l'orthopédie. Je vais vous prendre l'exemple que vous compreniez. La chirurgie des fractures, c'est la chirurgie traumatologique. C'est ça qui est urgent. Oui. La chirurgie de l'arthrose, c'est de la chirurgie orthopédique. Ok, great. D'accord? C'est pour comprendre la différence entre chirurgie traumatologique et orthopédique, mais c'est le même spécialiste qui s'occupe des deux. Et donc, comme je disais, c'est une spécialité chirurgicale, tout comme vous avez d'autres spécialités chirurgicales. Il faut savoir que dans le système de santé, vous avez pour un même système des spécialités médicales et des spécialités chirurgicales. Je m'explique. Pour le système cardiovasculaire et donc le cœur, vous aurez le spécialiste médical qui est le cardiologue et vous aurez le spécialiste chirurgical du même système qui est le chirurgien cardiaque. D'accord. Okay? Je prends un autre exemple pour que vous compreniez. Donc un cardiologue ne fait pas forcément des opérations? Non, justement. Donc dans chaque système, c'est comme ça que c'est hiérarchisé, dans chaque système, vous avez un spécialiste médical et un spécialiste chirurgical. Je prends un autre exemple pour qu'on comprenne. Le rein. Le spécialiste médical des affections rénales, c'est le néphrologue. Par contre, le spécialiste chirurgical des affections rénales, c'est le chirurgien urologue. Okay. Et donc, moi, je suis chirurgien orthopédiste traumatologue, donc le spécialiste chirurgical des affections ostéo-articulaires. Quand elles sont aiguës,
on parle de traumatologie, de fractures. Et quand elles ne le sont genre. pas, Et on quand elles parle ne le sont d'orthopédie. pas, on parle d'orthopédie. Donc Grossièrement, aujourd'hui, c'est ça. nous parlons de traumatologie. Est-ce que vous voyez beaucoup de cas d'accidents ou de fractures qui surviennent à cause des accidents au Cameroun ces jours? Ah oui, pas seulement ces jours, ça représente 80% de mon activité au quotidien. D'accord. La traumatologie, oui. L'orthopédie, on en fait un peu moins parce que dans le contexte africain, camerounais, tout ce qui est chronique, tout ce qui... le Camerounais perçoit les affections chroniques comme gérables, comme supportables et ne viennent que lorsque ça devient insupportable. Par contre, tout ce qui est aigu, fracture, tout ce qui saigne abondamment, alerte souvent les gens et les fait consulter rapidement. Quelle est la réalité des traumatismes au Cameroun de nos jours? Est-ce que ça s'aggrave? Est-ce que ça réduit? Quelle est la moyenne? Alors, ça, c'est une très bonne question. Avant de parler du Cameroun, je vais parler du monde en général. Parce que l'OMS a produit un rapport en 2021 sur la sécurité routière. Et ce rapport disait, entre autres, que globalement, de façon mondiale, on a une diminution des chiffres en termes d'accidents de la circulation dans le monde. Good news. Mais paradoxalement, en Afrique, ça augmente. Pourquoi? Paradoxalement, en Afrique, ça augmente. Et au Cameroun, malheureusement, ça augmente. Ça suit le mouvement de l'Afrique. Parce qu'on ne respecte pas toujours les recommandations internationales. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. L'état des routes, les moyens de transport et autres. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Mais pour répondre à votre question, c'est oui, en Afrique, ça augmente. D'ailleurs, mon mémoire de médecine légale était porté sur la prise en charge des accidents de la circulation à Yaoundé. Donc, c'était une étude rétrospective sur 10 ans qui nous permettait d'évaluer, entre autres, la fréquence. Et donc, je peux vous dire avec certitude que la fréquence augmente malgré tous les moyens que l'État met en place et que tous les autres partenaires mettent en... Quels sont les types de blessures que vous voyez au jour le jour qui surviennent des accidents, bien sûr? Alors, les types de blessures, la plupart du temps, sont des fractures, comme je l'ai dit, mais beaucoup plus les fractures de membres et beaucoup plus les membres inférieurs, parce que sur 10 accidentés, vous allez avoir quoi, 7 qui sont des conducteurs engins motorisés à 2 roues. Voilà, et donc, dans ce genre de situation, ces conducteurs-là sont plus vulnérables que les conducteurs de véhicules automobiles à 4 roues ou que les passagers de véhicules. Donc, pour répondre à votre question, la plupart du temps, c'est des fractures. Les lésions les plus rencontrées, c'est des fractures de membres, beaucoup plus les membres inférieurs du fait de la nature même des conducteurs de moto. Ce qui me permet de parler de traumatologie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu un cas de fracture qui m'a conduit dans un hôpital de la place à Yaoundé. Et puis j'ai entendu parler de la golden hour, l'heure d'or. Ça, c'est l'heure qui suit l'accident. En quoi est-ce que cette heure-là est very important pour le patient? Alors, en quoi est-ce que c'est important? Dans mon étude, comme je vous le disais, on a réussi à établir une corrélation entre le délai de prise en charge, la survie, la survenue des complications et donc la survenue des séquelles. Et donc, on a prouvé que plus vite le patient était pris en charge, plus élevé était le taux de survie et moins importantes étaient les complications et les incapacités qui vont suivre. Et donc, oui. Est-ce que vous avez un exemple concret? Est-ce que vous pouvez nous raconter un exemple concret d'un patient qui a survécu grâce à la prise en charge qui a été faite à temps? Alors, oui, samedi passé, je crois. C'était samedi, nous avons reçu, dans l'hôpital où je travaille, au centre des urgences Curie, nous avons reçu une jeune dame qui a été victime d'un accident de la circulation. Elle était justement sur une moto, elle était percutée par un véhicule. Et elle est arrivée, on l'a pris en charge avec une rapidité. Déjà, je tiens à noter qu'elle a été transportée rapidement à l'hôpital par les riverains, par un moyen non médicalisé, parce qu'ils n'avaient pas d'ambulance à leur portée. Donc, mais ils sont venus assez rapidement. Elle est arrivée,
On l'a pris en charge rapidement, tout de suite on l'a transfusé, on a pris en charge ses lésions et on a levé l'urgence. Donc je tiens même au passage à féliciter le management même de l'hôpital dans lequel je travaille, qui est le Curie, qui permet de prendre réellement en charge les patients de façon urgente, quitte à s'intéresser aux finances un peu plus tard. Super. Et oui, voilà, donc je tiens vraiment, ça vient vraiment du fond du cœur, je tiens à féliciter mon patron, le docteur Hollande, qui est le directeur du Curie, pour ce management-là qui nous permet d'exercer vraiment de façon confortable et de prendre en charge en urgence les patients, quitte à procéder au recouvrement par la suite, quand il le faut, bien sûr. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre si on est peut-être dans un endroit où quelqu'un a eu un accident, nous sommes bien intentionnés? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à ce patient-là avant de le transporter à l'hôpital? Parce que souvent, je vous racontais justement que j'ai eu un cas il y a quelques mois, mais sur le lieu de l'accident, ceux qui étaient autour voulaient redresser le pied, tirer un peu la main, faire ceci, faire cela, et puis on a dit non, attendez, on va l'amener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire juste après l'accident? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous voulez? Première des choses, c'est vrai que quand on est face à un accident, on veut aider. On panique, c'est humain. La première des choses, c'est s'assurer de la signalisation. Ça a l'air con, oui, ça a l'air con. Si vous voulez aider, d'accord, assurez-vous que l'accident est assez visible. Ça veut dire quoi? Si vous êtes dans votre voiture, vous sortez des triangles, les triangles de signalisation, là, vous mettez à 30 mètres du lieu de l'accident. Parce que c'est fréquent, on ignore, mais il y a des suraccidents qui sont très fréquents. C'est-à-dire, vous avez un accident, vous sortez dans la fougue de la bonne volonté, pap, vous-même, vous devenez accidenté. Donc, pour bien aider l'autre, il faut sécuriser non seulement vous-même, mais sécuriser les autres automobilistes. Okay? Donc, vous signalisez le lieu, vous portez un choisible, si vous en avez, pour être visible. C'est difficile. Tout ça pendant que la personne est en train de souffrir? C'est difficile à faire, c'est vraiment difficile hein, à faire, mais c'est ce qu'il faut faire. Ne pas s'arrêter, tout de suite courir, machin. Non, vous allez vous retrouver vous-même accidenté ou vous allez moins aider que vous aurez pu le faire. Une fois que c'est fait, à ce moment, avant même de toucher le malade, on touche le malade exceptionnellement. C'est difficile à comprendre, mais on touche le malade exceptionnellement. Donc, après avoir sécurisé les lieux, il faut appeler les secours. Il faut essayer d'appeler un hôpital en voisinage, il faut essayer d'appeler une ambulance, il faut essayer... À Yaoundé, au Cameroun? Oui. C'est notre contexte. On parle là des réalités. Oui, je suis d'accord. Chacun d'entre nous a un frère médecin au fin fond de Mendong à Yaoundé 6, est-ce que la grand-mère qui voit un petit garçon tomber de la moto va penser à appeler les secours? Bon. Quel numéro est-ce qu'elle a? Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Si c'est possible, si vous avez un numéro ou le numéro d'un hôpital, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas bien grave. À ce moment, vous pouvez vous lancer vers le patient. Essayez de, s'il y a un saignement actif, essayez de faire un garrot. C'est pour ça que la formation en amont, en premier secours, est très importante pour tout le monde, piétons, automobilistes et autres. Si vous êtes formé, c'est bien. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas bien grave. S'il y a un saignement actif, vous essayez de contenir le saignement, vous vérifiez si le patient est conscient et vous prenez toutes les mesures pour le transporter dans l'hôpital le plus proche. Alors, comme il n'y a habituellement pas d'ambulance ou très peu, vous pouvez transporter dans un véhicule commun, mais vous assurez que vous avez préparé, en amont, vous avez préparé un espace qui peut accueillir le blessé. C'est simple, il suffit de casser un siège, il suffit de chercher un véhicule passant qui a un châssis assez important, casser le siège et à ce moment, essayer de déplacer sans geste brusque le patient. Ce n'est que ça que vous pouvez faire jusqu'à l'hôpital. Je prends encore un cas qui m'interpelle personnellement. Si autour de vous, il n'y a pas de véhicule, les gens transportent des accidentés sur les motos. Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on tient la tête bien haute? Est-ce qu'on tient le membre qui a été fracturé? Comment est-ce qu'on fait tout ça? Parce que du côté là où je viens là, je parle là des réalités du Camerounais lambda qui n'a pas de véhicule à sa portée, qui ne connaît même pas de médecin de sa famille, qui n'a pas peut-être de téléphone à portée de main ou de crédit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut transporter ce patient-là? Il n'y a pas d'ambulance, à ce que je sache, de mon côté-là. Tout à fait. Il ne faut pas transporter les patients sur des motos, tout simplement. On le laisse là? Ah non. Il ne faut pas transporter des patients sur les motos. Il n'y a aucun moyen
sécuritaire de transporter une victime d'accident de la voie publique sur une moto, parce que la règle minimale de transport, c'est l'immobilisation. Il faut le transporter allongé, sans mobiliser son cou, ni les membres. Comment vous allez faire ça sur une moto? C'est pratiquement impossible à faire. On ne peut pas. Encore un véhicule lambda, oui, en cassant le siège, on le transporte dans une couverture ou dans un habit ample, on peut le porter et on l'installe dans le véhicule, mais sur une moto, je suis désolé, c'est tout simplement pas possible. Bon, je vous mets peut-être vers le faire accompli, mais dans les quartiers, les sous-quartiers de Yaoundé, je vois beaucoup de personnes transporter les malades et les accidentés sur des motos. Et même ceux qui ont déjà été opérés et qui ont encore le plâtre sur le pied et même des fixateurs externes monter sur des motos pour être transportés à l'hôpital après, juste parce qu'ils n'ont pas de moyens pour prendre des voitures ou des taxis. C'est le contexte qui s'y prête, mais il ne faut pas le faire. C'est justement pour ça qu'on demande que faut-il faire dans ce contexte-là pour qu'on n'aggrave pas la situation de l'accidenté. Si absolument vous n'avez rien à porter de main, vous le transportez tout en vous assurant de le mobiliser le moins possible. D'accord. Nos hôpitaux au Cameroun sont-ils bien équipés ou assez équipés pour des urgences traumatologiques? Alors, oui. Certains. Non, la question que j'aurais dû poser, c'est combien d'hôpitaux au Cameroun? Je me rappelle, avant d'aller à l'hôpital militaire de Yaoundé sans publicité, on est allé dans un autre hôpital de la place et on nous a dit là-bas, ne le sortez pas de la voiture, on n'a pas de scanner. On ne pourra pas faire de radio, amenez-le ailleurs. Et c'est un grand hôpital de Yaoundé. Est-ce qu'il y a peut-être des campagnes pour dire aux gens, dans tel hôpital, dans tel hôpital, dans tel hôpital, on peut prendre en charge des cas de traumatologie? Alors, il n'y a pas de campagne, mais il faut savoir que le système est hiérarchisé. Un hôpital d'une certaine catégorie qui ne peut pas prendre en charge un accidenté est censé le référer vers un hôpital de catégorie plus élevée. Okay? Donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas la proportion exacte, mais oui, au Cameroun, on a de grands centres assez outillés avec le plateau technique nécessaire et avec les ressources humaines nécessaires pour le centre des urgences de Yaoundé, par exemple, où je travaille, l'hôpital général, l'hôpital militaire, le CHU, l'hôpital du district de Foula, il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Il y a aussi assez de traumatologues pour s'occuper des gens? Dans tous les hôpitaux de grande affluence de la ville de Yaoundé, pour la ville dans laquelle je suis, oui, il y en a. Et je crois que dans toutes les régions, maintenant, on a des traumatologues. Puisqu'on en forme chaque année et on les affecte dans toutes les régions du Cameroun. La question qui est sans doute sur toutes les lèvres ou alors dans les têtes des gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de savoir combien coûte la prise en charge d'un cas de traumatologie au Cameroun pour que les gens se préparent au minimum avant d'arriver à l'hôpital. Alors ça, c'est une colle. Hein. Alors, je vous dis la vérité, c'est difficile. Bon, disons un cas de fracture au pied et un cas de double fracture au bras. Environ combien est-ce que quelqu'un doit préparer avant de s'aventurer? J'ai envie de vous répondre, mais je ne peux pas parce que je vous explique. Il y a trop de paramètres. Dans une prise en charge chirurgicale, vous avez la chirurgie elle-même, l'acte chirurgical. C'est de ça qu'on parle, on ne parle pas de l'hospitalisation. Oui, vous avez l'acte chirurgical, vous avez l'acte d'anesthésie, parce qu'on n'opère pas quelqu'un qui sent la douleur. Oui. Il faut un autre médecin qu'on appelle le médecin anesthésiste réanimateur, qui va l'endormir et le réveiller après l'intervention. C'est un acte. Vous avez le bloc opératoire. Vous avez les consommables, c'est-à-dire les compresses, les fils de suture, les gants, les trucs. Vous avez les médicaments, les antidouleurs, les antalgiques. Vous avez le sang qu'il faut transfuser. Bon, ça, c'est quand il faut transfuser du sang. Bah oui, ça peut arriver. Donc, vous avez trop de paramètres. Donc, si vous vous attendez à ce que je vous donne... Il y a quand même une moyenne. Ah non. L'acte chirurgical en elle-même, elle peut coûter combien? Vous avez des interventions de 20 000, vous avez des interventions qui vont vous coûter 1 million. 20 000 francs? Oui, bien sûr. C'est-à-dire quoi? Vous vous êtes cassé un doigt? C'est pour vous dire que c'est difficile de chiffrer avec de donner une information. Je me dis quand même que vous pouvez nous donner une base, un montant minimal. C'est-à-dire qu'on prend en compte que le patient doit avoir des fixateurs externes peut-être au pied. Et puis à la main, on lui met des broches. C'est deux opérations distinctes, bien sûr. Combien de
Combien est-ce que ce patient ou sa famille doit préparer pour l'acte chirurgical? Oublions le fait qu'après, il doit prendre des médicaments pour la réanimation ou pour la douleur et qu'il doit être hospitalisé. L'acte chirurgical en elle-même coûte environ. Alors, je vous félicite déjà parce que vous avez nos termes, vous avez des termes très techniques. Je crois que soit vous-même, soit un membre de votre famille a été victime très récemment. Je vous disais justement que j'ai eu un membre de ma famille qui a été victime d'un accident le mois de février. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qu'on appelait la traumatologie parce que je ne savais pas. Mais maintenant, je pense que je peux même travailler avec un traumatologue et puis il me dit, passe-moi tel, je lui Mais c'est très bien, c'est une très bonne chose. Alors, pour revenir à ce que vous dites, c'est très embêtant. Les coûts varient, ils sont, ils sont référencés. Et vous savez que les coûts du public habituellement ne sont pas... C'est le coût du hors de public, prix. C'est pas le privé. En public, les prix sont vraiment accessibles. Hein. Comme je dis, c'est difficile parce qu'il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Vous voulez que je vous donne un montant? Bon, en moyenne, on va dire quoi? 150 000. 150 000 pour s'opérer le pied et la main avec des fixateurs externes. Vous m'avez demandé un montant. Je vous donne un montant. Apparemment, vous avez votre montant que vous voulez. Vous avez menti aux Camerounais? Non, je ne peux pas faire ça. Il y va de mon image. En tant que témoin quotidien des drames, quel est le message que vous passez aux patients, mais aux Camerounais en général? Alors, avant de leur passer le message, moi, je voulais soulever une... C'est vrai que c'est vous qui posez des questions. Non, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, il faut que les Camerounais sachent comment faire pour se préparer. Au cas où tout le monde est sujet à faire des accidents. C'est toujours imprévu. Oui. Personne n'a un sac d'argent déposé quelque part pour les accidents. C'est toujours imprévu, c'est un accident. Et donc, il faut que les Camerounais aient la culture de l'assurance maladie. Ça fonctionne dans les hôpitaux au Cameroun? Alors, justement, il faut que les Camerounais aient la culture de l'assurance parce que oui, ça fonctionne. Je le dis pourquoi? Parce que je travaille au quotidien, dans le cadre de ma deuxième spécialité qui est la médecine légale, je travaille au quotidien avec les assureurs. Oui, ça fonctionne. Et il y en a pour toutes les bourses. On a toujours l'impression que l'assurance maladie, c'est un truc pour les riches, c'est une affaire des autres. Non, ça fonctionne véritablement et il y en a pour toutes les bourses. Donc, si vous voulez véritablement vous préparer à un éventuel accident, voilà, si jamais vous voulez être prêt à faire face à un accident, contractez une assurance maladie et je peux vous assurer que le moment venu, ils réagiront. Ça, c'est de un. De deux, il y a un autre élément qui est, je dirais, méconnu de 80% de la population camerounaise et africaine en général. C'est l'assurance responsabilité civile automobile. Ça a l'air con, mais je m'évertue à marteler à tous ceux que je vois que l'assurance automobile n'est pas faite pour montrer à la police. Parce que vous et moi, c'est ce qu'on croyait. Jusqu'à il y a peu de temps, c'est que non, quand j'achète mon assurance, c'est pour que quand on m'interrompt, je montre à la police. Non. L'assurance responsabilité civile est faite pour réparer les dommages corporels et matériels causés à autrui. Et je vous promets que ça marche. Ces entreprises, ces assureurs sont responsables parce qu'on travaille ensemble au quotidien. Ils sont nombreux à prendre en charge les victimes d'accidents de la voie publique. Parce qu'en réalité, si un véhicule assuré renverse un piéton, le piéton, en réalité, n'a pas à payer quoi que ce soit. En réalité, c'est un message fort que je lance à tous les Camerounais. Le piéton n'a pas à payer quoi que ce soit. Il suffit que le véhicule soit assuré et qu'un constat ait été fait pour que les diligences se mettent en place. D'ailleurs, avec des collègues, on a créé une association dénommée TraumaCare qui ne fait que dans ça, dans le conseil et dans le suivi. On ne fait que ça. Donc après, je pourrais vous laisser les coordonnées et autres, mais si vous avez des cas d'accidents de la circulation et autres, qui sont dans les hôpitaux, qui ont de la peine à se faire prendre en charge, qui ont des difficultés financières et autres, et dont le véhicule responsable est assuré, notre association se rapproche du concerné et fait toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit pris en charge où il se trouve sans débourser un franc. Avant de partir, j'aimerais vous poser cette question. Après l'opération traumatologique, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'au rétablissement? Qu'est-ce que le patient doit faire? Après l'opération, jusqu'au Parce qu'avant, on n'est pas préparé. Ça arrive comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire sur le plan chirurgical ou sur quel plan? Sur le plan chirurgical. Sur le plan chirurgical. Alors, après une opération, habituellement,
il y a des antibiotiques à prendre. Jusqu'à quand? Les antibiotiques, en fonction de l'intervention, en fonction de la gravité de l'intervention, en fonction des éventuelles complications qui ont pu avoir, on peut varier de 7 à 10, voire 15 jours d'antibiotiques. On peut aller à beaucoup plus que ça s'il y a une infection. Alors, il y a des pansements qu'il faut faire, habituellement tous les 2 à 3 jours. Au bout de 3 semaines, il faut enlever les fils. Après un certain moment, en fonction du membre fracturé, initier la rééducation. D'accord. Jusqu'au rétablissement du membre. Rétablissement complet du membre. Combien de fois est-ce qu'il faut voir le traumatologue après l'opération? Alors, les protocoles sont bien encadrés. Il faut voir le traumatologue, bon, déjà le lendemain de l'opération, il faut le voir. 3 jours après, il faut le voir. Après la sortie, 1 semaine après la sortie, il faut le voir. 3 semaines après la sortie, il faut le voir. Et puis après, vous pouvez le voir 1 fois par mois. Ensuite, tous les 3 mois. Est-ce que vous prenez en considération que ces patients-là sont encore malades et qu'il faut les transporter tout le temps? Est-ce qu'ils restent à l'hôpital pour voir le médecin 1 semaine, 3 semaines, 2 mois après l'opération? Ou alors il faut toujours se déplacer? Alors, c'est difficile sur le plan financier parce que s'ils restent à l'hôpital, il y a des frais d'hospitalisation qui s'ajoutent. Donc, c'est difficile de rester à l'hôpital. On fait sortir le malade quand il a dépassé la période critique et maintenant, on assure le suivi ambulatoire, c'est-à-dire à distance. Il est obligé de venir vers l'hôpital où il a été pris en charge pour son suivi. On ne peut pas le garder durant tout ce temps parce qu'il faut savoir qu'un malade de traumatologie, c'est en moyenne 1 an à 18 mois de suivi. Donc, on ne peut pas le garder tout ce temps. On est obligé de mettre en place un suivi ambulatoire et c'est le patient qui va venir vers le médecin à l'hôpital. Casque à mobilette, blouson un peu trop épais, ceinture de sécurité, est-ce que cela change la donne? Alors, je le dis haut et fort, oui. Pour les motards, il faut absolument le casque, la combinaison en cuir, si possible, les gants, les genouillères. Ça protège énormément parce que, comme vous le savez, le conducteur de moto, c'est ça qui est sa coque en réalité. Et donc, j'ai vu des cas où, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai vu des cas où le conducteur avait son casque et ça lui a littéralement sauvé la vie. Pour les conducteurs de voitures, ceinture de sécurité, respecter les feux, le code de la route. Et pour les piétons, traverser sur les passages cloutés quand il y en a, marcher sur le trottoir, faire attention. Et ces passagers dont ils sont derrière les motos? Il doit aussi avoir un casque. Ah oui. On fait comment donc? On achète nos casques et on marche avec? Non. On prend des motos qui ont le casque pour eux et pour le passager. Et pour le passager, il y en a. Bon, ça arrivera certainement à Yaoundé, un de ces 4, mais est-ce qu'il y a un message à la fin que vous aimeriez passer? Alors, le message que j'aimerais passer, c'est de faire confiance aux structures médicales publiques et privées du Cameroun, de contracter éventuellement une assurance maladie si possible, et pour les conducteurs et les propriétaires d'engins automobiles à 2 et à 4 roues, contracter systématiquement une assurance responsabilité civile, car ça peut soit vous sauver la vie, soit sauver la vie à une autre personne. Merci docteur. Juste derrière, ladies and gentlemen, retrouvons Rosine Somba. Elle a les astuces de la semaine. Les aptes, encore appelés ulcères buccaux, sont des petites lésions douloureuses qui apparaissent dans la bouche, parfois pendant certaines maladies, telles que le paludisme, et peuvent perturber notre quotidien. Bien que bénins, ils peuvent être gênants. Heureusement, il existe des remèdes naturels pour les soulager et accélérer leur guérison. Bain de bouche à l'eau salée, dissolvez 1 cuillère à café de sel de table dans un verre d'eau tiède et rincez-vous la bouche pendant 15 à 30 secondes avant de recracher. Répétez l'opération plusieurs fois par jour si nécessaire. Cela aidera à sécher les aptes et à réduire l'inflammation. L'huile essentielle de clou de girofle est reconnue pour ses propriétés analgésiques. Vous pouvez utiliser un gel à base de girofle pour soulager la douleur des aptes. L'huile de coco possède des propriétés antimicrobiennes qui luttent contre certaines bactéries nocives présentes dans la bouche. Rincez la bouche avec 1 cuillère à soupe d'huile de coco pendant quelques minutes pour réduire l'accumulation de plaques dentaires et les irritations des gencives. L'aloe vera possède des propriétés apaisantes et cicatrisantes qui peuvent soulager la douleur des aptes et accélérer leur guérison.
Appliquez du gel d'aloe vera directement sur les lésions ou buvez du jus d'aloe vera. Mélangez une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau et rincez-vous la bouche avec la solution pendant 30 secondes à 1 minute. Recrachez la solution et rincez-vous la bouche avec de l'eau pour éviter que l'acidité du vinaigre n'altère l'émail de vos dents. Si, après avoir essayé ces remèdes naturels, vous ne voyez pas d'amélioration, il est indispensable de consulter un professionnel de santé qui pourra mieux vous conseiller pour une guérison appropriée. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle tout autre. Merci Rosine et rendez-vous la semaine prochaine. Ladies and gentlemen, today again, les conseils du docteur. C'est une signature mature du docteur Tsatsop Cyril Thibault. Regardons plutôt. Bonjour docteur. Salut, moi c'est ton docteur Tsatsop et aujourd'hui je suis là pour un autre conseil de santé très important. Alors, sûrement à la maison tu as une planche sur laquelle tu coupes tes condiments ou bien madame a une planche sur laquelle elle coupe les condiments qui très souvent ce sont des planches en plastique ou bien des planches en planche. Et alors le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui c'est quoi? C'est que est-ce que tu vois ces planches-là? Ce sont des objets qui, sur le long terme, peuvent être très dangereux pour la santé. Ne t'inquiète pas, ne panique pas, je vais t'expliquer pourquoi. Alors tout simplement parce que ces planches-là, au fur et à mesure qu'on y coupe des condiments, on coupe du poisson, on coupe de la viande, le couteau va peu à peu créer des petits fissures sur ces planches-là. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure qu'on coupe de la nourriture, il y a des petits débris de nourriture qui vont s'encastrer entre les petits trous qui vont se créer sur la planche. Le problème et le résultat, c'est que sur le long terme, ces aliments-là, ces débris de nourriture qui entrent parmi ces trous-là, vont proliférer, vont devenir des terrains fertiles pour la croissance de bactéries et quand on continue à utiliser la planche pendant des mois, pendant des années, même quand on la lave superficiellement, ce qui va se passer, c'est que sur le long terme, on risque de développer des problèmes gastro-intestinaux comme des maladies inflammatoires de l'intestin. Alors, je ne suis pas là pour te faire peur parce qu'effectivement, il y a des solutions. Alors, la première solution, c'est qu'il faut prendre la peine, le temps de nettoyer correctement ces planches-là. Pourquoi est-ce que je donne ce conseil? Parce que je me rends compte que très souvent, quand on cuisine, on verse juste de l'eau sur ça, on nettoie superficiellement et c'est très dangereux. Donc, il faut prendre le temps de nettoyer dans les profondeurs et de façon hebdomadaire, nettoyer, plonger ces planches-là dans de l'eau très chaude, dans de l'eau bouillante, pour pouvoir désinfecter complètement. Et si au besoin, ajouter aussi un peu de bicarbonate sur ces planches-là pour pouvoir vraiment désinfecter et retirer toutes les bactéries qui peuvent être encastrées dans la planche. Donc, c'était le conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, comme d'habitude, pour un prochain conseil de santé. D'ici à là, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de votre santé et on dit merci, docteur. Merci docteur et rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Ladies and gentlemen, it is on this note that we draw curtains on today's edition of Health Update on the African Television. I am sure that you have learned one or two things on today's edition of the program. Meantime, if you want to follow us on our various social media handles, we have a Facebook page at Health Update Vision 4, a YouTube page. The page name is Ngwang Diana Joyce. Below your screens, we have a phone number through which you could contact us to propose to us topics you would like us to evoke on the program, but also your suggestions. And if you want to meet one of our doctors, why not? Get to us and we will give you their contacts. Until next week, stay glued to the rest of the programs of the African Television. It was a pleasure to count you amongst our viewers. Good morning.